Matin de grâce et de bénédiction chez vous, chers miens. Aujourd'hui est un autre jour, le 28e du mois de novembre. J'ose espérer que vous allez très bien. On se retrouve une fois encore pour cette messe matinale. Elle sera dite à nouveau avec toute l'équipe concentrée comme jamais. Eh bien, moi, c'est Rachidat Biomomam, votre présentatrice dès jeudi et vendredi. Si vous aimez ce programme qui booste et réveille et accompagne vos matins, alors bienvenue. Et surtout, n'oubliez pas, chaque jour est une bataille de plus à gagner. Ayez le yak qu'il faut et nous sommes là pour vous le rappeler. Tenez, regardez ceci. Pour voir l'arc-en-ciel, il faut passer par la pluie. Nouveau jour, nouveau défi. Tout va bien pour vous, Alessandra Diotan, bonjour. Bonjour, Rachidat Biomomam. Alors, vous êtes d'accord ? À 200%. À 200%, ouais. Super. Et donc, le bulletin d'information, c'est avec vous. Trêve de tralala. C'est bien ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette session d'information. On démarre par cette actualité politique. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la perspective d'audit du fichier électoral. Wilfried Léandre Rongweji a été interrogé sur la pertinence ou non du projet. On l'écoute. Il n'y a aucune confusion. Le gouvernement est différent des partis qui le soutiennent. Le gouvernement est différent des partis politiques. Et la vie quotidienne des partis politiques n'est pas le menu des séances du Conseil des ministres. Le gouvernement s'est dit favorable à la demande de l'opposition. Le chef de l'État, en recevant la délégation d'un des partis d'opposition en novembre 2023, avait déjà affirmé son accord pour la réalisation de l'audit sollicité par ce parti. Et il était attendu de ce parti les diligences subséquentes pour faire ces propositions au gouvernement, notamment le profil ou le CV des experts qui ont des états de service avérés en matière d'audit de fichiers électoraux, quel que soit le nom qu'on lui donne. Le gouvernement a attendu 1 an avant d'avoir une réponse formelle du parti d'opposition. Et conformément à l'engagement qu'il avait pris 1 an plus tôt, le chef de l'État a réitéré son accord pour la réalisation de cet audit. Le gouvernement a partagé cet accord et c'est pour ça que le garde des Sceaux a été mandaté pour rencontrer les partis dits du cadre de concertation de l'opposition. Donc il n'y a aucune incohérence entre le fait que le gouvernement soit d'accord pour la démarche souhaitée par l'opposition et le fait qu'un parti politique soutenant l'action du gouvernement ne se retrouve pas dans la démarche proposée ou sollicitée par ce parti d'opposition, lequel parti politique soutenant les actions du pouvoir a bien argumenté dans le communiqué que vous évoquez, en tout cas en droit, pourquoi il ne se sentait pas solidaire d'une telle démarche. Le garde des Sceaux a fait son grand oral devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Pour l'année 2025, le ministère de la Justice et de la Législation prévoit un budget de 37 milliards de francs CFA. Le ministre Yvon Detchenou apporte des éclairages sur les orientations principales de son budget. Ce budget 2025 est en augmentation d'environ 1%, passant de 37 milliards 213 millions à 37 milliards 655 millions 664 000 francs CFA. Cette augmentation est sensible, mais elle est aujourd'hui la résultante d'efforts qui ont été précédemment faits et tient compte d'un ensemble de changements de paradigme, d'économie d'échelle, de réorganisation interne, de projection vers la digitalisation et la numérisation qui permettent effectivement d'améliorer le service public de la justice. Alors, les innovations, c'est d'abord faire en sorte que le service public de la justice soit en mesure de satisfaire entièrement les besoins de nos populations en général. C'est faire en sorte que lorsqu'une décision est demandée, elle soit rendue et soit donnée à temps. Faire en sorte que lorsque on vient demander un service à la justice, ce service soit donné en temps et en heure. Faire en sorte que les délais soient respectés. Donc, ça veut dire des ressources en termes de personnel, donc du recrutement qui est en cours,
on a lancé il y a quelques semaines, ces personnels, notamment du personnel greffier, viendront compléter les ressources existantes pour pouvoir permettre un meilleur fonctionnement du service public. Il y a également des équipements à acquérir en termes d'équipements de travail, en termes de services informatiques pour pouvoir mieux rendre service à l'usager. Il y a enfin tout ce qui est à construire en termes d'infrastructures, que ce soit des infrastructures judiciaires, que des infrastructures pénitentiaires, pour permettre à ce que le service public tourne régulièrement. Pour faire des audiences, il faut à la fois du personnel judiciaire, mais il faut également des salles, des infrastructures pour pouvoir accueillir, pour pouvoir multiplier les audiences, pour pouvoir prendre le volume. Ces paramètres ont été pris en compte aujourd'hui pour pouvoir mieux rendre le service public demain. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle est aussi passé devant la commission budgétaire du Parlement. 190 milliards de francs CFA, c'est le budget que le ministre Yves Kwaro-Chabi a défendu. On l'écoute après son oral. Les grands programmes qui constituent donc le statut du budget au niveau du ministère sont pris en compte, à savoir le programme enseignement secondaire général, le programme enseignement technique et la formation professionnelle, le programme alphabétisation et évidemment le programme soutien donc aux autres programmes. Ces différents programmes ont été présentés aux députés. Le budget du ministère, 190 milliards 885 millions 497 000 francs, il est légèrement en deçà du budget de l'année 2024. Au niveau de l'enseignement secondaire général, ce que nous avons donc retenu en termes de construction des infrastructures scolaires, de mobilier donc pour les classes, en termes de formation des formateurs, en termes également de suivi de carrière, en termes de digitalisation, donc de gestion donc de tout le programme, tout cela est pris en compte par le budget. Au niveau de l'enseignement technique de la formation professionnelle, nous savons tous que la stratégie de l'enseignement de la formation technique et professionnelle est en train d'être mise en œuvre. Donc ce budget prend en compte la mise en place des nouveaux LTA, la mise en place des écoles de métiers, et également la formation donc des formateurs qui est en cours, aussi bien au plan national que dans la sous-région. Nous avons été impressionnés par les questions des députés. Cela nous a donné une fois encore la preuve qu'ils s'intéressent à ce qui se fait dans le sous-secteur. Les députés se sont intéressés sur la question donc des LTA, la question des enseignants AME et de façon plus globale la question de la gestion des enseignants et de la qualité de la formation. Du Parlement, Madame, Monsieur, on prend la direction de la GDIZ. La zone industrielle de Glodjigbe ne me sera pas comptée. C'est sans doute pour assouvir de visu une curiosité nourrie à distance par les populations que Karim Da Silva, le patriarche de Porto Novo, y est allé. Pour la circonstance, il était accompagné des sages de Porto Novo et des têtes couronnées de la vallée de l'Ouémé. Simon Villon, Amandine Niambosso. Jamais on a été si étonné en découvrant, en voyant et en constatant que tout est beau. Émerveillés, ils le sont après cette visite à la zone industrielle de Glodjigbe. Le patriarche Karim Da Silva, entouré des sages de Porto Novo et des têtes couronnées de la vallée, ont vu et peuvent donc en témoigner. Quand j'ai vu maintenant que je constate que c'est réel, un adversaire qui fait bon, il faut avoir le courage de le féliciter. Et je demande à tous ceux qui se croient de l'autre côté de venir voir. C'est étonnant, ça nous a sidérés, ça nous a surpris. C'est comme nous sommes en France ou bien dans des pays européens. Si on peut continuer comme ça, ça fera de bonnes choses pour toute la population du Bénin. Vraiment, je suis très content. Je prie pour que Dieu puisse unir chacun de nous, les fils de ce pays, qu'on puisse accompagner la dynamique là. C'est une vision globale. Et rien n'est laissé au hasard.
La zone industrielle de Glodjigbe fait la fierté du pays et les visiteurs du jour en sont édifiés et ils sont désormais des ambassadeurs de ce fleuron industriel. Nous voulons créer de la richesse, nous voulons créer des emplois, nous voulons développer notre pays. C'est pour ça que nous demandons aux sages de Porte-Novo et à tous ceux qui ont vu cette transformation en cours d'être des ambassadeurs de la bonne nouvelle et de dire aux autres de venir voir. Aujourd'hui, la GDIZ s'étend sur plus de 1600 hectares et emploie plus de 14 000 jeunes béninois. Nous irons jusqu'au bout du monde, la culture, mais bénir la femme. Amnesty International Bénin s'implique dans la campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, et ceci à travers une caravane motorisée pour sensibiliser aux violences obstétricales et gynécologiques. Christelle Tongodo et Françoise Insou. Depuis la place de l'Étoile Rouge jusqu'au ministère de la Santé, des motocyclistes portant des pancartes avec des messages ont traversé les rues de Cotonou pour sensibiliser le public et interpeller les autorités. Cette initiative dénonce des pratiques médicales inadmissibles dans certains établissements de santé. Parmi celles-ci figurent l'exposition abusive de la nudité des femmes enceintes, un accueil dégradant et des comportements humiliants. Amnesty International Bénin souligne que les violences obstétricales incluent également des actes tels que le fait pour certains médecins ou personnels soignants de rire ou de se moquer des femmes en travail, ignorant leur douleur et leur vulnérabilité. Aucune femme ne devrait jamais avoir à choisir entre sa santé et sa dignité. L'élimination des violences gynécologiques et obstétricales est une question de justice, de respect du droit de la dignité humaine et de santé publique. Monsieur le ministre, en votre qualité, nous souhaiterions compter sur votre sensibilité professionnelle pour accélérer les réformes et entreprendre des actions fortes visant à bannir toutes les formes de violence persistantes dans le milieu sanitaire. En mettant en lumière les conditions des femmes détenues, notamment leur accès limité à des soins de qualité, cette campagne appelle à une refonte du système pour garantir des soins respectueux et humains. Dans les prisons du Bénin, le droit à la santé reste également un défi majeur, malgré les efforts fournis par votre département ministériel et le ministère de la Justice. À travers cette caravane, Amnesty International Bénin exhorte les professionnels de santé, les autorités et les populations à agir pour mettre fin à ces violences. Les VBG, violences basées sur le genre, sont multiples et peuvent se manifester de différentes manières. Les victimes aussi réagissent d'ailleurs de différentes manières. Malgré la batterie d'actions, les violences en cours, dans le cadre donc de la quinzaine d'activisme, les défenseurs des droits des femmes invitent les femmes à plus de responsabilités vis-à-vis d'elles-mêmes. On écoute Maître Alexandrine Saïzonou, avocate. Elle est au micro de Ghislaine Adimi et Jean Nobimet. Il y a un travail qui est à faire sur les femmes. La question de la responsabilité. Je prends le cas des violences physiques. Alors que l'INF est là, les associations, nous, femmes avocates, nous nous battons pour que ces violences cessent. Et que vous apprenez qu'une femme est violentée, battue tous les jours. Vous allez au secours de cette femme-là. Et que c'est elle qui se retourne contre vous. Pour vous dire, c'est mon mari. Je ne veux pas quitter mes enfants. Je veux qu'on lui tire juste les oreilles. Ou bien c'est la femme qui vient vous voir pour dire que voilà, elle a des problèmes. Mais quand vous écoutez les deux parties, vous voyez que c'est le comportement de la femme qui amène à cela. Ah, je ne peux pas voir mes enfants, on m'interdit de voir mes enfants. Mais quand vous voyez vos enfants, que vous ne leur apportez rien de bon, et que vous les traumatisez plus pour les protéger, on voit des parents qui prennent la décision extrême. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à sensibiliser nos femmes pour qu'elles puissent savoir. Pour elles, dans leur mentalité, étant donné qu'elles ont été éduquées comme ça, c'est le monsieur qui doit tout faire. Vous avez pour leur expliquer que tant que vous-même vous travaillez, vous amenez quelque chose. Il y a plein de choses à apprendre à nos sœurs.
Il y a beaucoup de choses à apprendre à nos sœurs. Mais je me dis, si on mettait l'amour au cœur de tout, l'amour de nous-mêmes, de notre corps, l'amour du prochain, je pense qu'on pourrait aller, notre société se porterait mieux et les violences, il faut que les femmes acceptent de dénoncer. C'est ça. Moi, je pense qu'on doit se souder les coudes et se parler, s'éduquer. Et c'est ensemble qu'on est fort. Et nous changeons à présent de registre. La promotion de nos aires culturelles reste une préoccupation majeure pour le gouvernement de la rupture. L'acte de concrétisation de cet objectif a été pris lundi dernier par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est à la faveur d'une séance d'échange avec les acteurs du domaine. Il est question de favoriser nos patrimoines matériels et immatériels. Gilles Dansou, Simon Villon nous en parle. Sauvegarder nos aires culturelles et touristiques, une ambition du gouvernement béninois qui se matérialise. Après la prise de l'initiative en Conseil des ministres, l'acte formel de concrétisation est pris par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ceci en présence des principaux concernés. Faire du patrimoine culturel immatériel un moteur de croissance et source d'entrée de devises, c'est là toute la question. Les agences de sauvegarde des aires socioculturelles à Adjatado, aires socioculturelles Yoruba, aires socioculturelles du Grand Borgou, aires socioculturelles des montagnes. Alors, vous pouvez dire que Adjatado et Yoruba, on comprend clairement que c'est une aire socioculturelle, mais Grand Borgou et montagne, ça semble géographique, et pourtant non. Le patrimoine culturel, le patrimoine en général, l'art, la culture, nous l'avons. Ça, c'est incontestable. Je pense que chaque Béninois est convaincu que notre pays est un pays riche en patrimoine culturel, matériel et immatériel. Alors, ça permettra également, bien évidemment, de révéler le Bénin aux Béninois. Concrètement, nous prémâchons déjà un peu le travail que vous aurez à faire. Bon, le conseil d'administration, c'est beaucoup plus la gouvernance, certes, mais on peut vous présenter des projets. Et il faut que vous puissiez savoir ce dont il s'agit. Donc nous faisons en amont un certain travail pour aider les conseils d'administration et aider les directions générales à pouvoir dérouler une feuille de route. La culture et le tourisme, des bases de développement et d'attraction dans un Bénin révélé. Faire du vélo, le savez-vous, madame, monsieur, eh bien, ce n'est pas qu'à l'extérieur, sur des pistes cyclables et en plein air. Dans le sujet à suivre, nous allons à la découverte du vélo en salle, une excellente manière de travailler son endurance et simplement de se maintenir en forme. Montons donc sur un vélo statique avec Saint-Tige Quincemont, Igor Ayosso et Benjamin Denayon. C'est parti pour 1 heure de pédalage sur place. Ça s'appelle faire du spinning. Les cours sont animés par des instructeurs expérimentés. Ils incitent à une émulation collective. Chaque participant se surpasse tout en s'amusant. Alors, il y a la charge qui descend, il y a la pression qui descend, il y a le poids, je vais dire le poids parce que souvent, ce sont lourds. Il y a cette lourdeur qui descend automatiquement, ce sont légers. Et je pense que après ce sport, le lendemain, on est au top pour le boulot. Du vélo en particulier, non seulement ça relève plusieurs choses. Déjà, ça t'éveille au travail. Et en plus, ça te garde en forme. Non seulement ça te garde, ça agit un peu sur ta santé et sur ton abdos. C'est un travail de façon générale. Je peux faire minimum 1 heure si le coach ne me coupe pas. Parce que c'est en fonction du bien faire qu'on est motivé en fait. Le speed permet de réduire le stress, l'anxiété et ça améliore également l'humeur. Avec le cyclisme en salle, le fitness fait du progrès. Il réunit plusieurs exercices en un. Côté muscle, ça travaille les fessiers, les cuisses et les mollets. C'est un exercice également qui travaille le système cardiovasculaire. Et on les appelle les haltères. Vous avez remarqué tout à l'heure sur le vélo, pour travailler le haut du corps, les épaules, le dos, les dorsaux. Raison pour laquelle on utilise les haltères, chacun va avec sa préférence. Il y a les haltères de 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg. Dans un monde où le stress et la sédentarité sont omniprésents, le spinning se présente comme une solution. Étant donné que nous sommes des travailleurs, on passe tout le temps au boulot. Et donc, il faut faire le sport pratiquement tous les jours, mais nous n'avons pas
la chance de faire du sport tous les jours. Donc, dès que tu as l'opportunité, tu travailles tout le corps. Ce sport, en fait, tonifie les muscles des jambes. Ça permet de les raffiner sans toutefois leur donner du volume. Donc moi, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Après les maternités, on a besoin forcément de ce genre de sport pour tonifier nos muscles. Cependant, le coach rappelle qu'une mauvaise posture ou un excès peuvent entraîner des blessures. Il est donc recommandé de respecter ses propres limites, de concilier défis personnels et plaisirs collectifs. Ainsi, chaque séance devient un moment unique et revitalisant. Voilà, madame, monsieur, c'est sur cet élément que prend fin cette première session informative. Comptant pour ce jour sur la nationale. Rachida Biomomon, 5 sur 7 matin, se poursuit avec vous. Merci Alexandra Djotan. C'est bon pour aujourd'hui. On va se retrouver demain, n'est-ce pas, pour un autre numéro du bulletin d'information. L'actualité, ça court très vite. Hein. Exactement, ça se renouvelle. D'ici à là, de nouvelles informations, certainement. Allez, à demain, Alexandra Djotan. Bon matin à vous, chers amis téléspectateurs. Merci d'être sur 5 sur 7 matin. C'est votre matinale. Eh bien, c'est la matinale qui vous accompagne tous les matins, du lundi au vendredi, quand il sonne 7 heures. Et vous faites bien d'être là devant vos petits écrans et de nous suivre. Dans un moment, l'heure du français, avec le duo Jean Fondé, Patrick Yossou, que j'aperçois là, juste devant moi. Mais avant, nous ferons un tour pour voir un peu les unes de nos différents journaux. On y va tout de suite. Voici pour vous la revue des titres. L'actualité, elle est très florissante, on va dire, ce matin. Et on démarre par l'emblème du jour. L'emblème du jour qui s'intéresse à cet accord de gouvernance locale entre l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain vers le maintien en poste des anciens chefs quartiers fidèles. Grosse interrogation en manchette de votre quotidien d'information. L'emblème du jour qui s'intéresse aussi à l'audience, à cette audience à l'Assemblée nationale. Le chargé d'affaires de Luxembourg près le Bénin reçu par Vlavonou. Étude du projet de loi de finances gestion 2025. Édouard Locaux expose une prévision de 3,54 milliards francs CFA pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'autre quotidien à présent. Agrément au code d'investissement du Bénin, 8 sociétés de production éligibles au régime incitatif, nous apprend l'autre quotidien qui évoque également cette question liée au budget de la REC 2025. Édouard Locaux défend un budget en hausse et des priorités stratégiques. Interdiction formelle des affichages publicitaires sur les édifices publics, la mise en garde de la mairie de Cotonou aux contrevenants. Voyons voir du côté de l'événement du jour. Délivrance des actes relatifs à la nationalité, une autorité mise en place pour garantir l'efficacité du service aux citoyens. Lire les différentes attributions et missions de l'autorité dans les colonnes de l'événement du jour. Et puis coopération décentralisée entre Cotonou et le Havre. Le maire Lucas Trocco échange avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Du côté de Matin Libre, c'est plutôt ces nominations à la place d'élections sous talon qui intéressent nos confrères qui parlent qui s'interrogent sur la question de savoir si c'est une avancée ou un recul démocratique. C'est à lire en manchette de Matin Libre qui parle aussi de l'adhésion à l'UPR. La logique Chadaré ne passe pas. C'est à lire à la page 3. Matin Libre toujours, budget exercice 2025. Le MAMP et la RAC étaient face aux députés. Alors, on continue toujours notre quête des unes de ce matin. Bénin, Noël Chadaré justifie son entrée en politique. C'est l'information à lire dans les nouvelles du jour. Pour assurer de meilleures conditions du travail aux fonctionnaires de police, le gouvernement lance les travaux de réhabilitation de 16 commissariats d'arrondissement. Nous apprend les nouvelles du jour.
Jetons un coup d'œil du côté du meilleur. Tournée statutaire du préfet de la Liborée, Ahmed Bello Saman, échange avec les autorités communales, élus locaux et les cadres techniques à Malanville. Le meilleur toujours, passage du ministre du Cadre de vie et ses transports devant la commission budgétaire. Le ministre José Tonato présente un budget de plus de 359 milliards de francs CFA. Et on jette maintenant un regard sur la manchette du matinal. Garde à vue et détention provisoire abusive au Bénin. Vive inquiétude de la Cour constitutionnelle. Le président Sosa envisage une solution légale. Dabarou, maintenant, Dabarou Agri, précisément. Transformation agroalimentaire à Parakou. Roland tisse sa toile Road Natura depuis 2020. Dabarou, toujours collaboration entre le Bénin et le Sénégal en matière de régulation des médias. Le conseiller Basile Chibozo échange avec le CNRA. On a quitté Dabarou Agri, bien entendu. On s'intéresse à Dabarou qui n'est pas spécialisé. Et donc, en une, nous voyons ceci, opportunité d'investissement dans le secteur minier en Afrique. Moïse Kérékou échange avec le président namibien. Et on termine avec la tribune de la capitale face aux membres de la commission budgétaire du Parlement. Shadia Assouma défend avec panache son budget devant l'Assemblée nationale. Incessante bavure policière au Bénin, des sanctions exemplaires pour ramollir les ardeurs des policiers. Un délicat affiche donc la tribune de la capitale. Ce sera tout pour la revue des unes de ce 28 novembre 2024. À présent, allons faire danser les mots, allons faire chanter les mots. Voici pour vous l'heure du français. Avec la TNT Bénin, pas d'abonnement mensuel pour les chaînes du multiplex de base. En plus des chaînes télé et radio locales disponibles, retrouvez les chaînes internationales sur le bouquet TNT, dont TV5 Monde Afrique, TV5 et TV5 Monde Style. Procurez-vous votre kit TNT dans l'une des 117 mairies du pays ou contactez le 105 pour connaître le distributeur le plus proche. La TNT, c'est maintenant. Bienvenue dans la rubrique Heure du français avec Patrick Diossou et Jean Fandé. Bonjour Patrick. Et bonjour Rachida, bien maman. Bonjour Jean, vous allez bien? Bonjour Rachida. La pleine forme ce matin? Oui, très bien. Bonjour les amis téléspectateurs. Bonjour teacher. How are you? Fine and you? Comme dirait quelqu'un, are you well? Yes. We found the Almighty. D'accord. Alors, Patrick Diossou, des mots à découvrir aujourd'hui? Oui, des mots à découvrir aujourd'hui. On va parler de notre et de votre. Non, on va parler de votre. Oui. Oui, votre et votre. Votre avec accent et votre sans accent. Monsieur Fandé, on a l'impression qu'il y a une confusion qui se crée à ce niveau. Ce sont des homonymes homophones, pas homographes, parce qu'il y a au moins l'accent qui permet de différencier. Et qu'est-ce qui permet de différencier d'autres, votre et votre? Est-ce que c'est le pluriel ou est-ce que c'est le singulier? Comment on peut différencier les deux, votre et votre? Merci Patrick, merci Rachidat. En réalité, il faut d'abord commencer par dire que ce ne sont pas des homophones, parce que justement, c'est en pensant que ce sont des homophones que l'erreur est vite. Okay. Oui, est vite faite. Alors, lorsqu'on dit, vous l'avez signalé, notre, votre, votre, notre, c'est pas la même chose. C'est vrai que ça s'écrit pratiquement de la même façon. C'est seulement l'accent qui fait la différence. Et justement, cet accent fait une très grande différence. Oui. Et malheureusement, on entend les gens les prononcer de la même façon. Alors, lorsqu'on dit votre sans accent, votre maison, notre maison, eh bien, c'est un adjectif possessif, la deuxième personne du pluriel.
et qui renvoie aux deux genres. Donc, que ce soit notre ou votre. Oui. Donc, le O est ouvert. C'est ce qu'on appelle le O ouvert. Oui. Alors, lorsqu'il y a accent, ça renvoie à ce qu'on appelle le O fermé. Et on dit votre, notre. Et là, il s'agit d'adjectifs ou bien de pronoms personnels et non, le plus souvent. Oui, donc, lorsque on veut transcrire la transition phonétique, ce n'est pas la même chose parce que le premier cas, c'est-à-dire notre ou votre, eh bien, le O est ouvert, on met vo. O, to, ro. Puisqu'on est en transcription phonétique, on ne dit pas V, T. Et de l'autre côté, quand le O est fermé, et c'est ce taux-là justement qu'on rencontre dans la poésie, quand on dit orage, au désespoir. Donc, c'est pas orage, désespoir. Donc, c'est ça qu'il faut. Donc, on voit vo. O, do, ro. Or, de l'autre côté, on va voir o, do, ro. Donc, en transition phonétique, voilà ce que cela donne. Et le pluriel de votre ou notre, c'est vos. Et au niveau de notre ou votre, c'est justement, on ajoute un S. D'accord. Donc, on ajoute S. Et les variantes au niveau de votre maison, notre maison, et on a monton, son, monton, son, matassa, métesse. Voilà. Et au niveau notre, votre, leur, nos voleurs. Ah oui. Voilà qui a nos voleurs. Ça crée enfance. Hein. Ah oui, qu'est-ce qu'on dit des bêtises souvent? Ah oui, bien sûr. En les disant, ça rend compte. Et c'est en grandissant que finalement on se dit, tiens, on se rend compte qu'on disait des énormités. Ah oui, c'est ça qui fait la beauté de l'enfance. Bien sûr. Donc au niveau de notre ou bien votre, le O, bien entendu fermé, et bien donc on entend mien, le mien, le tien, le mien, le tien, le mien, le tien, le sien, les miens, les siens, les tiens, les siens, les tiens, les siens. Et donc voilà. Au fait, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que quand il y a accent, il faut dire O. Oui. O, c'est O fermé. Et quand il n'y a pas accent, c'est O ouvert. Donc on dit O. Donc notre, c'est pas la même chose que notre. Oui. D'accord. Et on ne peut pas dire le notre, on dit le nôtre. Okay. On ne peut pas dire le votre, mais on dit le vôtre. Ah oui. Oui, voilà. Ah, c'est intéressant. Donc, ça. quand on prend. On confond tout, hein? Ah oui, oui. Cette maison est vôtre. Ça veut dire elle vous appartient. Pas cette maison est votre. Non, cette maison est votre. Dès lors qu'il y a, comme on dit, un accent chapeau, ça devient votre. Vôtre. Oui. Très bien. Donc, cette maison, quand on dit votre maison est aussi belle que la nôtre. D'accord. Votre maison est aussi belle que la nôtre. C'est pas aussi belle que la nôtre. Voilà. Non, la nôtre. Et donc, quand ça joue le rôle d'attribut, cette maison est vôtre. Lorsque ça joue le rôle de pronom avec l'autre, donc ce choix est le vôtre. On peut aussi dire, par exemple, que cette occasion est la vôtre. On peut aussi dire, par exemple, que la femme dit, ces enfants sont les vôtres. Oui. D'accord. Ces enfants sont les vôtres. Bon, pas les vôtres. Non. C'est compris en tout cas. Non, c'est compris, merci. Et donc, il y a des expressions comme les vôtres qui veut dire les parents, les proches, les copains, les amis. Donc, si on dit par exemple, vous y avez mis du vôtre, ça veut dire vous y avez mis de la volonté. Oui. Si on dit vous avez fait des vôtres, ça veut dire que vous avez fait bien des bêtises, vous avez fait un peu de pagaille, un peu de folie, un peu de fridaine, un peu de sottise, excusez, un peu de sottise, etc. Oui. Donc voilà à peu près ce qu'il faut dire. Il faut faire attention, quand il y a accent sur le O, on dit O. Quand il n'y a pas accent, on dit O. Notre maison, ce n'est pas la même chose que votre maison. Et on ne peut pas dire votre maison. Et voilà ce qu'il convient de retenir à ce niveau-là. Très intéressant en tout cas. Vous l'avez compris, quand il y a un accent circonflexe, donc c'est le O. C'est le O, ça se prononce O. Si vous voulez bien, comme on l'enseigne souvent aux enfants, à l'école on dit accent chapeau. Voilà. À la maison c'est comme ça que je fais avec les enfants. Hein? Accent chapeau. Quand il y a un accent chapeau, on ne dit pas O, on dit plutôt O. C'est bon à savoir, il faut le retenir, absolument.
pour être sûr de parler en français châtillé, oui, n'est-ce pas? en restant dans la bonne phonologie et phonologie et prosodie. D'accord. Voilà. Allez, on évolue dans l'heure du français du jour, Patrick. Je vous prends votre stylo. Oui. Ce stylo est le vôtre. Oui. Ok, c'est clair. Oui. Mécanique du langage. Alors, mécanique du langage, cette fois-ci, pour aujourd'hui, nous allons nous occuper de SEC. Oui. Sec. Avec T parfois. Oui, bien et qui sûr. signifie couper. Oui, bien sûr. Donc, SEC. Et parfois avec le T qui vient le plus souvent. Oui. Donc, ça renvoie à la notion de césure, oui, de coupure, de rupture, oui, de sectionner, de morceler, de trancher, de tronçonner, oui, d'amputation ou d'amputer. Oui. Et donc, quand on rencontre cet élément dans les mots, il faut savoir que ça renvoie à cette idée-là. Et quand on dit par exemple dissection, vous voyez, il y a secte. Oui. Et secte. Déjà, le mot secte, c'est généralement une séparation d'avec un grand ensemble pour des raisons plus ou moins objectives. Oui. Donc, lorsqu'on dit secte, l'idée de séparation, il y a par exemple le mot comme sectionner, morceler. Oui. Il y a intercession, lorsqu'on dit intercession. Donc là où il y a coupure des voix, là où les voix se rencontrent, donc se coupent. Lorsqu'on dit résection, lorsqu'on dit sécateur, il y a SEC là. Oui. Le sécateur, c'est la grosse paire de ciseaux qui permet de jardiner. Oui. Voilà. Donc il y a aussi secteur. Oui. Secteur, ça veut dire c'est une zone qu'on considère comme étant séparée des zones considérées plus grandes ou plus importantes. Oui. Ou bien délimitées dans la tête, vers le secteur de Kadiaou, vers le secteur de Goudomé, etc. Donc ça veut dire que c'est dans la tête coupée des autres endroits. Il y a également section. Oui, section. Section. À ne pas confondre avec session. S-E-2-S-I-O-N ou bien C-E-2-S-I-O-N. Très bien. Donc, parce qu'avec C, ça renvoie à la notion de période. Oui. Et non, avec C, ça renvoie à la notion de fait de donner, d'abandonner. Et avec S, ça veut dire concernant telle période. D'accord. Très bien. Section, il faut faire section, c'est coupure, section. Oui, section. Oui. S-E-C-T-I-O-N. Tout à fait, merci Patrick. Oui. Et quand vous parliez de sécateur, cela m'a rappelé une toute petite histoire où un monsieur, des jeunes sont venus dans une maison et la jeune fille leur a dit attention, mon papa est très sévère, on ne me rend pas visite. Et ils sont arrivés, ils ont vu à l'entrée quelqu'un qui avait un sécateur en main et qui taillait les fleurs au dehors. Et ils se sont regardés, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Le premier demande au second, qu'est-ce qu'on fait? Le second dit, on entend grand. Donc ils sont entrés dans la maison. Ils ne s'imaginaient pas que c'était peut-être papa. Ils ont vu que c'était le jardinier qui taillait. Ils sont entrés en grand. Et puis, paf, ils avançaient dans la maison. Quand ils ont entendu le portail se refermer derrière eux, ils se retournent et le monsieur dit, vous êtes entré en grand, ressortez en petit. Et il avait le sécateur en main. Avec toute la menace qu'il faut. Oui. Donc cela valait la peine de rappeler cela, oui. Sécateur. Voilà. Alors l'expression du jour, justement, on va parler d'une expression qui parle de hache, qui parle de manche, qui parle de cognée. On parlait de sécateur. Oui. L'expression c'est « il ne faut pas jeter le manche après la cognée ». Oui. Il ne faut pas jeter le manche après la cognée. Je suis sûr que certains vont se dire, mais on dit la manche, non? Oui, les deux existent. Oui. Et quand on dit le manche, ça veut dire c'est la partie qu'on tient pour utiliser d'un objet pour pouvoir l'utiliser. Oui. D'accord. Le manche du couteau, le manche du coupe-coupe, le manche de la hache. Oui. C'est-à-dire la partie destinée à être prise en main
afin de pouvoir opérer correctement avec cet outil-là. Oui. Et donc, et l'autre, la manche, c'est la partie qui couvre le bras ou l'avant-bras d'un vêtement, qui couvre tout le bras et l'avant-bras. C'est pourquoi on dit manche longue, chemise manche longue. Et pour ne plus faire la confusion, quand on dit chemise manche longue, il faut savoir que donc, quand on dit la manche, c'est pour le vêtement et le manche, c'est pour les outils. D'accord. Donc, il ne faut pas jeter le manche après la cognée. La cognée, c'est soit le fait de commencer par chercher à couper, à tronçonner un arbre, ou le fait d'avoir fini de la bataille de l'arbre. Donc, lorsqu'on dit il ne faut pas jeter le manche, il y a une histoire qui est autour de ça. Patrick va raconter l'histoire, et puis très brièvement, et puis je vais faire le point. Alors, Patrick, dites-nous tout. Oui, quelle est l'histoire autour de cette expression? L'histoire, c'est une histoire au XVe siècle où un bûcheron était en train de cogner, de vouloir abattre un arbre. Et en voulant l'abattre, il a envoyé le coup, et le bout de sa hache est tombé. La hache, le fer même est tombé dans l'eau. Le fer est tombé dans l'eau, et il essayait de voir comment le récupérer, mais il n'arrivait pas. Alors il s'est fâché. L'eau était profonde, et il s'est fâché. Il a jeté le manche dans l'eau au lieu de patienter. Il jette le manche, et comment récupérer? Plus loin, il y a eu un genre de crevasse, et il retrouve le fer qui a été retenu par les branches là-bas. Alors, entre-temps, il avait déjà jeté le manche. Comment finalement récupérer? Le courant l'a emporté. Le courant a emporté le manche. Comme quoi, il ne faut pas céder à la colère aussi, n'est-ce pas? Il ne faut pas se décourager assez vite. Donc, alors, il ne faut pas jeter le manche après la cognée, c'est pour dire quoi finalement? C'est pour dire que ce que vous avez entamé avec beaucoup de sérieux et qui engage un peu votre destin, votre avenir. Il ne faut pas se fâcher quand il y a un peu d'éléments perturbateurs. Quand il y a des éléments opposants à votre entreprise. Quand il y a un petit obstacle. Oui, un petit obstacle, on se décourage. Non. Il faut être perspicace, il faut avoir de la volonté, il faut avoir de la résistance. On n'abandonne pas. Il paraît que on ne jette pas le manche après la cognée quand on doit courtiser une femme béninoise, parce qu'elle doit commencer par vous dire non. Ah bon? Il faut insister, persister. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça, c'est avant, non? Non, c'est toujours. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, je pense que... Elles acceptent vite, vous oui, non? Bon, après tout, c'est vous les hommes, hein? Oui. Donc, généralement, on dit non, et après, on dit oui. Oui, tu connais l'expression. Oui. Non, Jean, fais pas ça. Oui. Première phrase. Deuxième phrase, non, Jean, fais pas. Troisième phrase, non, Jean, fais. Quatrième, non, Jean. Et cinquième, non. Oh là là, c'est drôle, hein? Au fait, c'est pas la faute des femmes béninoises, parce que c'est l'immaturité, excusez-moi de le dire, de beaucoup d'hommes béninois qui pensent qu'une femme qui vous dit oui spontanément, donc c'est une femme de vie légère. Donc du coup, elle se fait un peu désirer. Il faut se faire un peu désirer. Voilà, il faut que je fasse un peu la maline, quoi. Il faut lui donner du fil à retordre. Oui, c'est un peu comme si certains hommes béninois aimaient un peu du sadomasochisme. Souffrir un peu, beaucoup un peu, avant d'obtenir ce qu'il veut. Mais généralement aussi, ce qu'on gagne vite, on l'apprécie pas. On l'apprécie pas avec sans péril, on triomphe. Voilà, très bien. Vous faites bien de le dire. Il faut qu'il y ait un peu de résistance. Donc, dans ce domaine, il ne faut pas. Mais attention à vous. Attention à vous, parce que les hommes d'aujourd'hui, là, si tu fais trop la maline, il risque de prendre la tangente. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'impatience aussi. Hein. Ce n'est plus comme avant. C'est tout un art à courtiser une fille. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Franchement, on est pressé. On a juste envie que ça aille vite. Est-ce qu'il y a encore des cahiers de souvenirs?
est-ce qu'il y a encore des lettres écrites par les plus jeunes? Est-ce qu'il y a encore... Ça me donne des envies de fouiller un peu. Oui. Il faut qu'on fasse un sujet là-dessus. Oui, tout à fait. Comment ça se passe aujourd'hui entre les jeunes, notamment à l'école? Je me souviens de ces lettres truffées de fautes que les garçons nous envoyaient à l'époque pour nous conter fleurettes. Comment ça se passe aujourd'hui? On va initier un sujet, Patrick Diossou. T'en penses quoi? Oui, une bonne idée. Ouais. Oui, pour voir comment ça se passe. Est-ce que les réseaux sociaux ont pris le dessus? Et maintenant, les réseaux sociaux, tous les enfants, tous les plus jeunes n'ont pas d'appareil. Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est coucou bébé. Au fait, c'est une question d'objectif. Si l'objectif, c'est de voir l'autre devenir votre femme, il y a plus d'idées à insister. Mais quand c'est juste pour un flirt, on se dit, bon, il y en a un de perdu, 1000 de retrouver, et puis on continue sans... C'est vrai que tout de suite, c'est vrai que parfois, on sent la chose tout de suite. Mais généralement, on ne voit pas une femme, on se dit, je l'épouse en même temps. Non, il y a un temps d'observation, on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre, quoi. Oui, on apprend. La notion d'observation aujourd'hui a changé de cas, sauf dans certaines religions qui ont gardé encore la fermeté de... Il n'y a plus d'observation. Il n'y a plus d'observation telle que vous le perceviez avant. Donc, c'est seulement certaines religions où on se dit, bon, vous devez vous regarder simplement, pas la juger Vicky, nous sommes regardés, et tu es arrivé mystérieusement, mais se regarder simplement en frère. Nous sommes regardés, et tu es arrivé mystérieusement. Belle chanson. Toi qui viens de naître, bon, voilà. Et qui sourit à la vie. Que Dieu te bénisse et que la vie te sourie. Wow. Bravo! On chante bien quand même. Allez, dernière étape de l'heure du français. On s'intéresse à la pensée du jour qui dit ceci. La prise de parole est un exercice de théâtre. Oui. La prise de parole est un exercice de théâtre. Ah oui. Il faut tout de suite commencer par se poser la question de savoir ce qui fait la différence entre le théâtre et les autres genres littéraires. Le roman, on lit tranquillement, on découvre une histoire. La poésie, on découvre les vers, on rêve un peu. Mais le théâtre, c'est pour distraire, c'est pour instruire, c'est pour rendre vivant, c'est pour donner vie. Alors, lorsqu'on compare la prise de parole au fait de donner vie, ça veut dire que lorsque quelqu'un prend la parole, ceux qui l'écoutent doivent avoir l'impression d'être en train de vivre une pièce de théâtre ou bien un sketch. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord faire attention à la voix. L'inflexion de la voix, il faut savoir quand il faut donner le temps de confidence, baisser la voix, monter la voix, et même à quel moment il faut donner l'impression de devenir silencieux quelques secondes, de garder le silence quelques secondes. Ça, en musique, ça a sa valeur. Le silence a leur valeur. Alors, donc la gestuelle aussi. Il faut adapter la gestuelle au type de sujet dont vous êtes en train de parler. Et lorsque vous voulez apprendre à faire des gestes, il faut suivre. Bon, aujourd'hui, avant, il y avait des hommes politiques comme Jacques Chirac, quand il parle avec des gestes d'élégance. Et lorsqu'on parle de gestuelle également, il y a l'occupation de la scène. Il ne faut pas rester au même endroit, il ne faut pas rester là, planté comme un poteau électrique abandonné. Il faut aller de gauche à droite, avant, devant, derrière, en fonction de l'espace dont vous disposez. Et lorsque vous prenez la parole en public, il y a également ce qu'on appelle la tenue. Votre tenue, vous voulez vous présenter devant un public. Comme le dit le proverbe arabe, mangez ce qui vous plaît et habillez-vous comme il plaît aux autres. Lorsque vous savez par exemple que c'est dans un milieu villageois, dans un milieu d'artisans, vous ne pouvez pas vous habiller comme je le suis actuellement. C'est un peu comme si vous vous mettiez à l'écart, vous voulez montrer que vous êtes au-dessus d'eux. Vous vous habillez le plus simplement possible en tenant compte du contexte dans lequel vous vous retrouvez. Lorsque
vous voulez évoquer certains sujets, il faut un peu de résilience, c'est-à-dire vous donner l'impression de leur donner la parole, et quand ils vont exprimer leur idée, vous allez voir dans quelle tendance psychologique, dans quelle tendance philosophique, dans quelle tendance professionnelle ils se trouvent, et vous donnez l'impression d'aller dans leur sens avant de les ramener à l'idée que vous leur posez. En fait, c'est du théâtre quand vous prenez la parole. Très bien. Même en famille, même avec les amis les plus proches, prendre la parole, c'est faire du théâtre, parce que il y a l'intention de séduire, il y a l'intention de distraire, il y a l'intention d'informer, de former. Donc, la prise de parole en public, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut s'entraîner, travailler cela. C'est un art. Oui, c'est un art. Et ça se travaille. Hein? Ça se travaille. Alors, la prise de parole, c'est la même chose pour la prise de micro pour un chanteur, pour une vedette. Oui, tout à fait. Mais il y a des moments. Il faut connaître le type de micro. Oui, il faut connaître le type de micro. Il faut savoir la gestuelle qui accompagne. Mais il y a des moments où certaines vedettes, même sans mouvement, ont une intensité dans leur voix qui captive. Quand vous suivez Julio Iglesias, il reste immobile pratiquement pour chanter. Nana Mouskouri aussi. Oui, Nana Mouskouri aussi. Mais leurs voix sont tellement pénétrante. Mais vous suivez Johnny Hallyday, oui, le mouvement avec la tête qui bouge. Déjà, le mouvement, ça attire votre attention. Surtout quand il aperçoit Sylvie Vartan. Oui. Bon, Sylvie Vartan, c'était... Voilà, ça c'est le début. Hein. Il y a eu des amours, il y a eu d'autres amours après. Oui, il y a eu d'autres amours après, mais David Hallyday est né de ça quand même. Oui, je sais, bien sûr. Non, c'est bien. Comme quoi, la tenue est importante. Oui, la tenue est importante. L'attitude. Ouais. Donc, oui, l'attitude. Quand vous parlez, quand vous prenez le micro, quand vous prenez, je ne dirais pas le crachoir, mais quand vous prenez la parole, quand vous prenez cette parole-là, vous essayez, la fonction fatigue, de la garder, de garder le contact avec l'auditeur, avec votre interlocuteur, votre vis-à-vis. Oui. Et la manière dont vous le faites attire. Et vous êtes attractif, attrayant, vous avez de l'attractivité, vous avez de l'attirance, de la présence en un mot. Oui. Et on ne parle pas à 20 personnes comme on devrait parler à 5 personnes. On ne parle pas à 1000 personnes comme on devrait parler à 5 personnes. Il y a tout ça là qu'il faut étudier. Et il faut d'avance connaître le lieu où vous devez prendre la parole pour adapter sa voix, son comportement, son attitude à tout ça là. Oui. La prise de parole peut parfois paraître un exercice facile, mais ça n'est pas si facile que ça, il faut le dire. Franchement, c'est quand vous promenez votre micro un peu partout dans la ville que vous vous rendez compte que c'est pas du tout aisé. Franchement, il y en a qui l'ont appris à leur dépens. C'est un mélange de tout, en tout cas. Mais sachez-le, si vous faites partie de ceux-là qui n'y arrivent pas, c'est pas tard. Vous pouvez encore attraper, revoir les choses. C'est toujours possible de s'améliorer. Et il y a des spécialistes en la matière. Il y a des personnes pour vous coacher, pour vous aider à avoir une bonne... comment il faut appeler ça? Une bonne élocution. Une bonne diction. Exactement. Donc, et il ne faut pas jeter le manche après la cognée. Donc, il ne faut pas se décourager. Et je rappelle que cette expression a été utilisée aussi par Jean de La Fontaine dans sa fable « Le bûcheron et le mercure ». Donc, c'est une expression du XVe siècle, reprise au XVIIe siècle par Jean de La Fontaine, puis repris par nous autres au XXIe siècle. Allez, merci messieurs, j'aime bien votre compagnie, franchement. Mais vous le savez, l'heure il court sur l'émission, oui. Et c'est déjà fini pour l'heure du français de ce jour. On va se donner rendez-vous jeudi prochain pour le même exercice. D'autres mots à découvrir. Vous le savez, notre credo ici, sur 5 sur 7 matin, tous les jeudis quand il sonne 7h30, c'est quoi? C'est vous aider à améliorer votre langage, améliorer votre savoir-dire, votre savoir-faire dans le langage, votre savoir-faire dans l'expression, dans l'expressivité, votre savoir en général.
tout simplement. Merci. Allez, le débat, c'est dans un moment. On va se retrouver sur le forum de discussion dans exactement 3 minutes. Permettez-moi, une fois encore, de vous souhaiter de passer une belle matinée en notre compagnie. Vous êtes sur votre matinale 5-6-7, c'est du lundi au vendredi quand il sonne 7h et toute l'équipe est au taquet pour vous servir. Émile Rouenayan est à la réalisation, Claire Dacruz est à la maintenance, Arnaud est à la prise de son et Marcel aussi. Arnaud Tosset à la prise de son, Marcel à l'infographie. Voilà. Allez, on se retrouve juste après cette parenthèse publicitaire. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Chaque jour, à chaque moment, nous empruntons les routes qui pour aller au boulot, qui pour vaquer à X ou Y activité, et nous y rencontrons des hommes en uniforme, les forces de l'ordre qui régulent la circulation de jour comme de nuit, sous le soleil et la pluie. Ils sont postés ça et là.
et leur désir de faire respecter à tout prix les prescriptions de la route peut être à l'origine de bien de malaise occasionnant parfois une dégradation des relations entre eux et la société. Au détour de ce forum de discussion, nous revenons sur ce rapport d'amour et de désamour entre la police et les citoyens. À quoi servent-ils sur la route? Quel comportement adopter vis-à-vis d'eux? Comment les deux doivent-ils se comporter pour éviter des heurts? Après le débat d'hier qui a évoqué la question de la relation de confiance entre policiers et citoyens, il urge de sensibiliser pour une bonne coopération entre police et citoyens. À l'heure où on parle de bavure policière au Bénin, aucune discussion sur le sujet ne sera de trop. Alors pour mener l'exercice, j'ai avec moi ce matin Marius Hubert Dadjor, commissaire à la retraite. Bonjour Monsieur Dadjor. Bonjour madame. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est moi. Alors Justino Vieira, bonsoir. Vous êtes coach de l'entrepreneuriat et ardent défenseur des questions de citoyenneté. Exactement. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Jean Fondé, enseignant. Tout à fait. Bonjour, et n'est-ce pas? citoyen. Et citoyen, simplement, voilà. C'est à ce titre que vous êtes sur ce plateau. Patrick Diossou, citoyen également. Messieurs, bonjour. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose d'écouter quelques citoyens qui nous parlent de ce que leur inspire la présence d'un policier sur la route. On les écoute. Ah oui, quand je vois un policier, sincèrement, quand je le vois, je suis très content. Parce qu'au moins, il réglemente la circulation, ça permet la libre circulation des personnes et des biens. Si je vois un policier en train de faire des patrouilles, des trucs là sur la voie, moi je sais que je suis en sécurité. Il faut voir que la population voit la police comme son ennemi. Non, c'est ça qui n'est pas bon. La présence d'un policier ne me dit rien. Il est un homme comme moi. Ils sont là pour notre sécurité. Parce que sans les policiers, surtout que nous sommes à la veille des fêtes maintenant, les désordres vont commencer. Et là, les voleurs, ils vont commencer à faire leurs trucs là en ville. Mais la présence des policiers, des fois, leur fait peur. Et ça nous donne un peu de sécurité à la fin d'année. Si tout le monde peut se respecter et respecter les consignes policières, il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas d'accident. Donc le policier n'est pas là pour faire du mal à la population. Mais il y a parmi eux des gens qui ne visent que leur poste. C'est ça que moi je déteste. En tant que policier, le policier doit composer avec la population. Alors, Jean Fondé, vous avez entendu les citoyens. Quelle appréciation vous faites de leurs propos? Et vous, qu'est-ce que vous inspire la présence d'un policier sur la route? Bien, merci. Déjà, en les écoutant, je répartis l'intervention en 3 étapes. La première, c'est que le policier ou la police suscite la peur, la suspicion, l'inquiétude. Deuxième, c'est de l'indifférence. Certains se disent que c'est un citoyen comme nous, donc il n'a pas de cornes, il n'a pas de tête, il n'y a pas 3 têtes, donc c'est quelqu'un comme tout le monde. Donc il n'y a pas d'émotion particulière à se laisser avoir. Et la troisième partie, ce sont ceux-là qui disent être contents, être rassurés de voir que la police est là, que les policiers soient présents. Donc voilà ce que je retiens par rapport à ce que vous avez fait comme micro-trottoir. Pour ce qui me concerne, ça dépend du moment. Si je dois parler comme un citoyen ordinaire, parfois on a l'impression qu'il n'y a plus d'embouteillage dans certaines intersections quand la police est présente et que le fait de réguler la circulation prend beaucoup de temps, ou alors si vous êtes pressé, parfois vous avez l'impression que ça prend plus de temps. D'accord, oui, très bien. Mais lorsque c'est la nuit, alors là je suis rassuré. Dès que je les rencontre quelque part, si je suis en voiture, je baisse la ville pour dire merci beaucoup pour le travail. Parce que là, vous êtes sûr que au moins sur ce périmètre-là, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. C'est rassurant, oui. Patrick Diossou? Oui, pas d'inquiétude à avoir. Mais vous savez, il y a toujours quelque chose qui me fait sourire. C'est l'histoire du monsieur qui, à une intersection, à un feu tricolore, a dépassé le feu. Et le feu était au rouge. Et le policier lui dit, mais vous n'avez pas vu le feu? Et il dit, c'est vous que je n'avais pas vu.
Cela signifie que ce n'est pas le feu qui l'arrête, mais c'est le policier, c'est la présence des policiers qui l'arrête. Cela signifie que certains se disent, tant qu'il n'y a pas de policier, il n'y a pas de loi à suivre, il n'y a pas de règles à suivre, il n'y a pas de code à suivre. Le policier est là et je suis la règle. Et c'est ça qui me fait souvent sourire quand je vois les policiers aux intercessions, je les vois en cyclage, je me dis, oui, les citoyens vont se dire, ils sont là pour faire respecter la loi. Ils ne vont pas se dire, il y a déjà un code à respecter, il y a déjà une loi, mais le policier, la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Donc, c'est cette peur-là qui va les obliger à être droit sur leur chemin. Donc, chaque fois que je vois les policiers, c'est le sourire là qui me revient. Justine Obiera. Merci. Moi, je fais mienne les interventions de mes prédécesseurs. À mon niveau, je pense que la présence d'un policier, c'est d'abord s'inscrire dans une démarche dissuasive. Lorsque vous voyez un policier, rapidement vous retrouvez vos lettres, votre noblesse, vous retrouvez un peu un état des lieux, vous vous demandez si je suis à jour. C'est déjà le premier réflexe. Est-ce que je ne suis pas en train de brûler le feu? Je vais vous donner un exemple. Quand on est dans une intersection et rapidement on voit le policier, soit on recule pour venir au niveau de la bande, pour qu'ils ne viennent pas nous dire « Ah, vous êtes en train de brûler le feu ». Donc ça, c'est la première démarche. Deuxième chose, il y a également l'aspect de la sécurité. L'aspect de la sécurité pour dire, a priori, la présence du policier permet de dire que dans la zone, je ne suis pas en danger. Ça permet de dire s'il y a des gens dans la troupe ou peut-être dans l'embouteillage qui ont des intentions peu honorables, sa présence à elle seule dissuade. Troisième chose que je voudrais dire également, c'est l'aspect de la sécurité intérieure. La sécurité intérieure qui est quand même un bras efficace, un bras très, très important pour le policier et c'est à l'avantage de la population. Pour résumer, présence d'un policier, c'est d'abord assurance et démarche dissuasive. Très bien. Alors, commissaire Dadjo, cela fait 22 ans déjà, vous nous l'avez dit il y a un moment, cela fait 22 ans que vous êtes à la retraite. Vous qui avez donc exercé ce métier avec bravoure durant toutes ces années, ce noble métier, comment vous appréciez aujourd'hui la perception que les citoyens ont de nos forces de l'ordre? Bon, je vous remercie, madame. Je pense que les populations s'en vont être déçues de la police. Parce que le policier lui-même n'a pas conscience que pour aboutir à faire passer son message, il doit avoir un certain nombre de comportements. La police, être policier, c'est un sacerdoce. Il y a que quelquefois, dans des situations données, vous pouvez recevoir des coups de gifle et ne pas réagir. Parce que vous êtes un homme de l'ordre. Et si vous estimez que ce que vous ferez à réagir entraînerait plus de désordre que d'ordre, il faut s'abstenir. Tout simplement. D'accord, c'est ce qu'on apprend aux policiers. On l'apprend, c'est l'une des premières choses qu'on apprend. D'accord. C'est ça. Alors, est-ce que cette perception-là a évolué avec le temps? Est-ce que ça a toujours été ainsi, commissaire Dadjo? Non. Je crois que les écoles ont changé. D'accord. C'est sur cela que nous devons travailler beaucoup plus. Le policier, aujourd'hui, se prend comme le matamor qui brave tout le monde. Et quand il parle, quand il siffle, c'est qu'on doit nécessairement envoyer. Il pense qu'il est un surhomme. Un surhomme. Oui. C'est ce qu'il faut arracher de leur tête dès la formation. Et c'est cette formation-là qu'il faut mettre en question pour atteindre le but. Très bien. Alors, le contrôle routier fait aussi partie des attributions, n'est-ce pas, de nos policiers, Bien n'est-ce sûr. pas?
Alors, comment doivent-ils se comporter sur la route, commissaire Dadjo? Non, le policier est au carrefour, est en train de faire les contrôles routiers pour voir que l'observance des règlements, de la réglementation n'est pas entravée. Tout simplement. D'accord. Et son rôle se limite à ça. Quelquefois, quand ça se passe mal, quand l'observance, quelqu'un se met en travers de ceci, il est beaucoup plus éducateur que punisseur. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Je brûle un feu. C'est un exemple que je prends. Oui. Ça veut dire quoi? J'ai pas mes pièces à jour. Plutôt que de me punir, il se doit de me parler. Expliquez-nous un peu. Les pièces à jour et brûler un feu, c'est différent. D'accord. Pour qu'il constate que vous n'avez pas vos pièces à jour, il vous a déjà arrêté. Il vous a demandé les papiers. Mais si vous constatez que ces papiers-là, il arrive que l'ordre arrive et l'ordre se passe, il est sur la route pour contrôler les papiers. Oui. Mais là, il n'a pas d'autre chose à faire que de suivre les ordres qu'on lui a donnés, qu'il envoie sur cette route. Mais si c'est seulement pour voir qu'il a porté un casque, qui n'a pas porté un casque, et que vous voyez, vous lui dites attention. D'accord. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On n'arrête pas tout de go, on ne l'envoie pas tout de suite. Surtout poursuivre jusqu'à faire tomber des choses comme ça. Je sais qu'il y a des mécréants qui sont provocateurs. Ouais. Il y a des citoyens qui... Bon, il faut les laisser à leur sort. Très bien. Et éviter au mieux de créer encore plus de troubles. Nous sommes garants de la paix publique. Nous sommes des officiers, nous sommes des hommes qui garantissent la paix et la tranquillité publique. D'accord. Ça fait plaisir. Très bien. Très bien. Alors, l'agent est donc perçu comme un soutien. Bien sûr. Un soutien, n'est-ce pas, de l'automobiliste, du conducteur. Bien sûr. Lui apportant conseil et ne punissant un conducteur que lorsque l'infraction commise est impardonnable. Voilà. Mais c'est vrai que dans bien 2 cas, ça ne se passe pas comme ça. Je vous invite à suivre cet élément nommé, avec la complicité de la réalisation, nommé sur impression, cet élément d'un citoyen que nous avons rencontré dans les rues de Cotonou, qui a bien voulu témoigner, qui a bien voulu nous raconter un peu son histoire, ce qui lui est arrivé. C'est en langue fond. Le contrôle policier qui se passe actuellement, ça me satisfait sur plusieurs plans. D'abord, ça nous rassure par rapport aux voleurs qui ne font que voler les motos. Avec le contrôle, les policiers arrivent à mettre la main sur les bandits quand même. En dehors de ça, mais le couteau maintenant il casse et le moyen jouer là ben nous tombe dans bébé lendemain bébé na premier jour léo n'y tout moi posé merci gros posé calabi mérite nous confiner posé à cité la Togo bon il soit nous bon voyons que 4 gars primo que na cité a un tour en ouais et dia gobo yi kwegbe yon à moment mais et la gobe blato jevo et yo ouais wo to do na pon dandama kuma rumi do monu e nyina di bene gbede de yo bono to le da for mo khomi zide do trottoir di kwa cité ko atogo egbe na cité nyine suro jaye yo on jalindi keke no do pa ko Cotonou kamelo non syndicat keke no le to ye bikui tumi on wa foko me no suza mo paka wa na suffit bero ina mo 1 million ma tangieta ko to le huinton de khali di o da débloquer bono de tenka mo be ka supporter mi to ga mi to si jaga je zazo e bro ye di dosi di azo di so mo wa
Voilà, commissaire, d'ailleurs, c'est un exemple aussi, parmi tant d'autres. Vous l'avez entendu. C'est ceux qui n'ont pas compris, les policiers, qui n'ont pas compris leur mission première, qui ont eu ces comportements. D'accord. Sinon, c'est dans le calme qu'on se fait respecter et admirer. Très bien. Patrick Diosso? Oui, en fait, je disais que j'étais bien content que le commissaire parle de tranquillité parce que ça nous rappelle l'image qui a circulé où un policier s'est accroché à un véhicule Topa et qu'il jouait à Hollywood. C'était je ne sais un spectacle pas agréable. Oui. Robocop ou Exterminator ou Terminator qui se déplaçait. Je ne sais pas si il y a eu un moment où la rupture s'est installée. Je ne parle pas de rupture régime, mais la rupture de la conscientisation s'est installée. Est-ce que ce ne sont pas les plus jeunes qui sont plus fougueux? À quel moment, commissaire, les gens n'ont pas pu savoir transmettre votre sagesse, vous, la sagesse des anciens aux plus jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le ferment à cette attitude des plus jeunes? Je pense que c'est au niveau de la formation. Vous revenez toujours là-dessus? Toujours. Et la formation continue. D'accord. Il faut des recyclages, il faut à tout bout de champ. Non seulement ça, il y a des diplômes que l'on acquiert. Le policier apprend toujours, il apprend jusqu'au dernier jusqu'au dernier jour de sa vie. D'accord. Et il lit, il s'imprègne de ce qui se passe dans la société. En attendant même ce que nous disons en ce moment, ça devrait les faire travailler. Et ils savent qu'ils doivent se dire qu'ils doivent... ça doit leur dire quelque chose pour qu'ils changent. Que cela soit clair, ce n'est pas une émission à charge contre les policiers, pas du tout. Nous apprécions le travail énorme que font nos forces de l'ordre. C'est rassurant de leur voir de plus en plus partout dans la ville. Moi, par exemple, il m'arrive de rentrer à 1h du matin. Je les croise en patrouille. Ça nous rassure de les voir. Cette émission, c'est pour sensibiliser et éviter les cas de bavure que nous constatons ça et là. Mais Jean Fondé, le policier, c'est aussi un être humain, comme vous, comme moi. Il peut perdre les pieds, il peut perdre les pédales, comme on dit, n'est-ce pas? Tout à fait. Non, c'est pas un Superman. Et tout ce qui fait notre différence, c'est l'habit et la formation qu'on lui a donnée pour bien jouer son rôle, le rôle qui lui est dévolu. Et si je dois parler comme le commissaire, je dirais simplement, pour résumer, que tout ce qui concerne l'information, la formation de l'agent de police, ça prend en compte 75% de son temps et les répressions, c'est juste pour 25-20%. C'est-à-dire que c'est un autre éducateur dans notre vie, dans la cité. Et vous savez, quand dans une corporation, plus on devient nombreux, plus on peut rencontrer des gens qui n'aient pas assimilé toute la formation, toute la vision qu'on leur donne. Et on a l'impression parfois que il y a certains qui se disent je vais leur faire ça. Je vais leur faire ça. Pour le cas d'espèce, quand vous prenez par exemple le carrefour de Godomé, de l'échangeur jusqu'au carrefour Ita, où il se trouve la pharmacie Ita, les matins, on ferme la voie, on change de configuration pour la voie, si bien que lorsque vous quittez Cotonou pour aller vers Togodo ou bien Womé, quand vous êtes à moto, vous ne pouvez plus tourner. Alors vous vous retrouvez sur la chaussée, mais vous n'avez plus à reculer, vous ne pouvez plus continuer. Quand vous continuez, vous parvenez au carrefour Ita, on vous arrache votre moto.
Alors qu'en bloquant la voie, il fallait un autre agent pour indiquer que si vous désirez aller de ce côté, attendez, prenez pas ici plutôt. Non, on a l'impression que vous êtes piégé. Et même une femme en état de grossesse a été victime de ça. Moi, j'ai tenté de joindre l'argent pour dire, écoutez, non, il a refusé de prendre le téléphone. Il a raison. Quand on donne des instructions, il faut les respecter. Parce que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. C'est ce qu'on leur demande. Mais il faut montrer qu'on est en collaboration avec les citoyens, qu'on est là pour les sécuriser. Les policiers aussi, je sais que c'est un peu comme le travail de l'enseignant. La théorie est à part, mais sur le terrain, c'est autre réalité. Quand vous les voyez en circulation, en plein soleil, sous le soleil ardent, parfois sous la pluie, sous la pluie, parfois, j'en ai la chair de poule. Je me dis, voilà encore une autre façon de souffrir. Et si bien que un homme, un être humain, dans cet état, ne peut plus répondre correctement par rapport à tout ce qui est lié à la raison. Très bien. Donc l'émotion peut venir et c'est peut-être ça qui justifie les bavures, ce qu'on peut appeler les bavures. Donc il faut donc dire aux citoyens de faire l'effort de respecter les règles, mais que non plus, eux aussi, lorsque des décisions changent, il faut qu'il y ait quelqu'un là pour informer, pour dire prenez par ici au lieu de prendre par là. Justine, je viens à vous. Commissaire Dadjo brûle d'envie de dire quelque chose. Oui. Non, comme il a dit, il faut aussi que le commandement respecte ceci. Un policier de faction à un poste plus de 2 heures durant il n'est plus efficace de lui-même. Il doit aller se reposer d'abord avant de revenir prendre le service. D'accord. Et c'est à ne pas le faire que ce que... C'est ça qui entraîne les dérapages, que nous remarquons. Parce que parfois, on voit le même policier posté là toute la journée. Oui. Maintenant... Mais il y a eu quand même assez de recrutement de policiers ces dernières années. Il faut franchement... Le pouvoir a conscience... Le gouvernement a fait beaucoup en ce sens. A conscience et fait beaucoup. En matière de moyens, c'est comme du jamais vu. D'accord. Voyez-vous. Mais ceux qu'on forme maintenant, on doit leur inculquer que la matière première qu'ils doivent le plus utiliser, c'est la patience. D'accord. Et ceux qui sont là pour garantir la paix et non pas créer encore l'insécurité. Ceux qui s'agrippent au vécu, comme vous le dites. C'est fou, hein? Vous avez vu l'image aussi, non? J'ai vu. Ceux-là, c'est pas pensable. Mais il faut dire que à la tête, enfin, je ne dis pas la tête, au commandement, au niveau qu'il faut, il faut l'homme qu'il faut pour inculquer ceci que j'ai dit aux policiers. Très bien. Justine Oviera. Merci. Vous savez, il faut partir de la formation. On a assez insisté là-dessus. Formation, c'est donner forme. Et il faudrait faire comprendre aux policiers pourquoi il est policier. C'est fondamental. Est-ce que le chômage n'a pas pris par là? Nous avons reconnu, nous avons félicité le gouvernement pour le recrutement massif. Mais est-ce que ces policiers, je ne veux pas dire jeunes policiers, mais ces policiers savent réellement leur mission? Et j'aimerais nous renvoyer à l'article 2 du décret portant règlement du service dans la police républicaine qui définit clairement les 3 obligations, les 3 missions d'un policier. Je lis. La police républicaine est une forme paramilitaire instituée pour veiller à la sécurité publique, première chose, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois. À partir de cet instant, je pense que la base légale est claire et bien encadrée. Voilà les 3 choses. Mais lorsqu'on invite le policier à comprendre la raison pour laquelle il est policier, lorsqu'on arrive à lui enlever de la tête, écoutez, j'étais au chômage, on a lancé un concours, donc comme j'étais désœuvré, il faut que quand même je m'occupe, parce qu'on m'a dit qu'un homme, on doit avoir un travail. Donc, il n'y a plus la vocation. Il n'y a plus la vocation. Et c'est justement le manque de vocation qui fait perdre, qui fait abstraction sur
le manque, l'absence de la personnalité du policier. Jadis, moi, je ne voyais pas un policier dans certains cadres, dans certains environnements. Aujourd'hui, suivez mon regard, vous dealez avec des policiers, vous vous retrouvez dans des environnements peu communs avec des policiers, et c'est lui qui vous dit, excusez-moi, j'ai un vernaculaire, sur un miracle, l'allergie dans le ravi. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui favorise, ça devient le terreau qui donne de l'audace à la population de s'agripper et même d'aller à corps avec un policier parce qu'ils retrouvent leur copain d'hier. Donc, il faudrait sensibiliser sur pourquoi il est policier, mais également, ta profession t'exige une posture sociale. D'accord. Ta profession t'exige une personnalité à avoir. On a même vu des gens qu'on a déshabillés, des hommes en uniforme qu'on a déshabillés parce qu'ils ont voulu suivre la mode de TikTok et autres. Bien sûr. Et jusqu'à ce qu'on a vu des policiers dans leur chapelle à l'église qui sont en train de faire des actions de grâce, qui sont en train de danser avec des uniformes. Moi, j'ai vu cette vidéo passer. Vous voyez, donc il y a une certaine désacralisation de la fonction qui nous autorise, nous, qui avons peut-être un grand respect autrefois pour le policier, à dire, écoutez, nous sommes ensemble, ce sont nos copains. Très oui, bien. ils le sont, mais après tout, dans leur uniforme, ils deviennent garante d'une fonction républicaine. Très bien. Alors, vous avez mis le doigt sur un problème aussi très important qu'il faut, et je pense qu'il faut insister là-dessus. Jean Fondé, il a parlé, Justino Vieira, de la vocation. C'est un peu comme le métier d'enseignant. Oui, il fut un temps où on a décrié le fait que certains enseignants, franchement, il n'y avait plus cet engouement à donner le savoir aux enfants. On a décrié ça longtemps. Et on a vu à un moment donné aussi que les gens viennent, généralement, les gens venaient dans l'enseignement parce qu'il y a le chômage, parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Et donc, en attendant, n'est-ce pas, de trouver le métier pour lequel ils ont été formés, ils vont à l'enseignement. Est-ce que c'est pas aussi ça au niveau de la police? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que, franchement, il n'y a pas cette empathie qu'on veut forcément entre le policier et le citoyen? Oui, on peut dire oui, mais ce qu'il faut retenir, lorsque vous choisissez une voie, conformez-vous aux exigences de la voie que vous avez choisie. Et pour s'y conformer, il y a... Quand c'est une voie à défaut, quand on l'a choisi à défaut. Oui, quand on l'a choisi en défaut, on doit accepter la résilience. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. C'est-à-dire que soi-même, on se rend réceptif, résilient, empathique par rapport à tout ce qu'on y enseigne pour se dire j'ai déjà trouvé une voie, je m'y conforme même si ce n'était pas la voie de mon rêve. D'accord. Deuxièmement, ceux qui sont chargés, je sais qu'on fait beaucoup, il faut se dire que la police, les policiers doivent faire preuve de beaucoup plus d'élégance. Ils en font preuve, il y a certains qui sont très respectueux, ils vous arrêtent, ils vous saluent d'abord, respectueux, mais d'autres, ils vous arrêtent, mais c'est comme si vous étiez leur domestique. Quel que soit le visage que vous présentez, quel que soit le moyen que vous utilisez, moto, voiture, mais on vous parle comme si vous étiez leur domestique. Alors, il faut plus de formation. Il faut des techniques d'expression écrite et orale adaptées à la police. Il faut de la bienséance, il faut de la patience, comme l'a dit monsieur le commissaire, il faut de la résilience, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il faut nécessairement que l'homme policier, d'abord dans sa tenue, il doit être impeccable. La tenue vestimentaire, la tenue comportementale et la tenue langagière sont trois choses que le policier doit nécessairement prendre à bras le corps. D'accord. Donc, il ne faut pas se dire que, bon, comme c'est en attendant, il peut faire ce qu'il veut. Non, il a quand même une arme en main. Et lorsque vous dégainez, vous tirez sur quelqu'un, eux, ils ont la possibilité de se dire, non, il a voulu m'arracher l'arme et le coup est parti. Alors que celui qui est décédé ne peut plus se justifier. Et que les choses se fassent dans les normes. Je reprends toujours le carrefour de Togoudou là. Ça vous tient à cœur. Et puis, il y a, par exemple, un tonneau complètement rouillé, gâté, qui est quelque part placé là. Et lorsque vous devez mesurer la distance qui quitte l'autre côté pour venir au tonneau et l'autre distance, c'est carrément aux 2/3 de la distance. Et pourtant, vous devez faire le giratoire qui n'est pas bien placé. Et on est là-bas, de l'autre côté, dès que vous ne faites pas le giratoire, on vous arrête. Donc, il faut que, au niveau, à la sortie de Cotonou vers Porto Novo, quand vous êtes, par exemple, à moto,
à partir de l'endroit où il faut aller à la voie riveraine pour les motos réservées aux motos, il n'y a aucune indication qui dit que le cycliste doit passer par là. Mais le commissariat d'Agbanganda est toujours là pour vous arrêter, pour vous arracher votre moto. Alors un jour, je leur dis, mais mettez-la. Ils m'ont dit, mais c'est vous qui êtes à la communication. Dites, et nos chefs vont mettre de pancartes. Alors quand on doit sévir, il faut expliquer. On dit dans nos langues, dans notre langue, Vaudou Madosoa et nos Roumains, le fétiche qui n'a pas d'interdit ne tue pas. Avant de commencer par sanctionner, réprimer, il faut que tout soit clair. Il y a même des panneaux de sens interdit qui n'existent plus. Mais un étranger peut venir rouler en moto, non? Vous pouvez rester longtemps dans votre village et venir fêter à Cotonou. Vous prenez une moto, vous ne savez pas par où prendre. Et on vous arrête à tout bout des champs. Très bien. Nous avons, vous le savez justement, il y a des contrôles routiers qui ont été lancés depuis le 18 novembre. Et franchement, il y a une présence impressionnante. Oui, c'est de bonne guerre. Des policiers, ça et là. Et nous apprécions, nous aimons. Nous avons justement demandé à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ce qu'ils pensent des contrôles routiers qui s'opèrent actuellement. Nous revenons sur l'élément initialement lancé par erreur. On les écoute. Le contrôle policier qui se passe actuellement, ça me satisfait sur plusieurs plans. D'abord, ça nous rassure par rapport aux voleurs qui ne font que voler les motos. Avec le contrôle, les policiers arrivent à mettre la main sur les bandits quand même. En dehors de ça, il y a des gens qui ne portent pas les ceintures de sécurité. Il y a des gens qui ne respectent pas les courroies. Ceux-là, il faut les apprendre, il faut les obliger à respecter. Puisque nous sommes désormais dans un pays de droit où chaque citoyen doit respecter les règles routières. Ça épargne un peu l'accident. Donc, tous ces contextes me satisfait, moi, en tant que citoyen, de les féliciter et de les soutenir à continuer à faire le travail comme il se doit. Je pense que c'est une bonne chose que les policiers sont en train de faire. Parce qu'à chaque fin d'année, ils ont l'habitude de faire l'opération. Mais pour cette fois-ci-là, ils sont en train de dérailler. Parce qu'ils voient qu'ils sont en train d'exagérer. Au fait, à moindre chose, on va te pénaliser. Ah, mais ils savent que nous sommes à la veille de la fête. Ils ont des enfants à la maison et ils vont préparer la fête. Et maintenant, si tu tombes un peu en erreur, c'est un prix 1000 francs ou 2000. On va te dire de payer en ligne 6 000, 10 000. Où est-ce que nous allons trouver l'argent? Eux aussi n'ont qu'à regarder des temps. Mais autant ne pas tomber dans l'erreur, non? Non, mais nous sommes des humains. On doit toujours tomber dans l'erreur. Les policiers qui sont en train de dire, eux ne tombent pas dans l'erreur. Tout le monde doit faire d'erreur. Mais celui qui fait d'erreur, il reconnaît son erreur. Il faut au moins voir comment il faut le faire, le pénaliser. Mais pour cette fois-ci-là, ils sont en train d'exagérer. Ils sont très durs, Il y a trop de zèle partout. Il y a d'autres qui le font bien, il y a d'autres qui ne font pas bien leur travail. Parce que ce n'est pas tous. Il y a des brebis garés parmi eux. Bon, dans leur coopération, il y a des gens qui exagèrent. Et ils ne sont même pas courtois. Parce qu'un agent de police doit être courtois envers les gens, envers celui que tu veux contrôler ses pièces, ses trucs. Il faut être courtois avec lui. Mais il y a d'autres parmi eux qui sont courtois. Ils t'approchent, ils te demandent, monsieur, bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu... Bon, donne-moi. Mais il y a d'autres qui parlent mal aux gens. Voilà donc les avis de citoyens, commissaires d'Adjo, des dérapages, il y en a, on l'a dit, des bavures, il y en a souvent, mais les citoyens dénoncent le fait que ces bavures sont récurrentes. Voilà, ces bavures, sont récurrentes. Votre avis sur ce sujet? Il y a même eu récemment des bavures au niveau de la ville de Parakou qui ont fait réagir d'ailleurs le ministre de l'Intérieur au haut sommet. On a décrié le fait, donc c'est une réalité aujourd'hui. C'est une bonne chose que je salue, que le ministre ait réagi aussitôt, va décourager certains faits du genre. D'accord. Et il faut dire que les bavures à la police, ces temps-ci, sont monnaie courante. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête ou
ils sont complices de malfrats pour de gagnements, c'est des choses qui sortent de mon entendement. J'imagine, vous qui avez exercé ce métier avec beaucoup de passion durant toutes ces années, j'imagine que dans votre chair, vous devez avoir mal. On a mal, je vous remercie de le dire. Parce que c'est votre métier, c'est un bon métier, être policier. Je vous remercie de le dire. Tout à l'heure, j'ai un ancien collègue qui m'écrivait, je lui ai dit que j'étais ici. Il me dit, garde-toi de parler de tel sujet. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas enfoncer le clou, il faut plutôt aider à corriger. Mais si je renvoie tout ce qui se passe au commandement, à son comportement, c'est pour cause. D'accord. C'est pour cause. Il reste beaucoup de choses à faire. D'abord, le recrutement. Avant le recrutement, quelle enquête de moralité a été, je ne sais pas si les textes font abstraction d'enquête de moralité maintenant. Mais si c'est non, comment peut-on faire une enquête sur 1000 personnes à la fois? J'allais le dire, c'est énorme. On fait des recrutements de 1000, de 2000, comment on enquête, oui? Comment peut-on former 1000 personnes aussi à la fois? Il faut séquencer. D'accord. Il faut des vagues, des cycles de formation. Plusieurs. L'école de police doit être en perpétuel mouvement. D'accord. Et en même temps, il y a des recyclages qui doivent être en train d'être faits. Les bavures de Parakou, je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais ce que j'en ai appris par les réseaux sociaux est impardonnable. Le ministre a bien fait d'intervenir très tôt et de renvoyer le commandement à ses devoirs. D'accord. Et il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord, très bien. Et vous savez, pour diriger pour être directeur à certains postes donnés à la police, il y a des profils qui sont tracés, qui sont indiqués. D'accord. Je ne peux pas dire plus que ça. Je le dirai hors Très bien. micro. Et voilà, c'est au sommet, comme je l'ai dit, le ministre Alassane a très vite réagi. Franchement, ça a été apprécié hein, dans les rues de Cotonou, les citoyens l'ont dit. Mais il y en a un qui a tenu, n'est-ce pas, à dire au ministre de tenir bon jusqu'au bout. Voilà, on va écouter ce citoyen rencontré à Cotonou. On dit on va sévir. Attendons de voir. On les arrête, on leur donne 3 mois de prison. C'est la sanction ça? Non. Tous les policiers qui sont en infraction doivent être jugés et subir les rigueurs de la loi en vigueur. J'ai écouté le ministre, mais attendons de voir. Je suis très sceptique, je suis Saint Thomas. Voilà, c'est le sentiment général, mais des sanctions sont annoncées. Justine Oviera, je pense que c'est l'occasion qu'on a de donner l'exemple. Cette réaction du ministre de l'Intérieur est venue à point nommé. Vous savez, on entend souvent dans l'opinion publique, oui, c'est le gouvernement. Ils sont en mission pour le gouvernement. Et vous savez, une fois, le président Patrice Talon disait ceci, dit, le sale boulot, je le fais aujourd'hui. Il a peut-être l'inconvénient d'engager des réformes bien salvatrices, mais la mise en œuvre dans leur opérationnalisation, il y a
puisqu'il s'agit des humains, les humains parfois résistent au changement. Les humains parfois résistent à tout ce qui peut créer des bouleversements. Et c'est ce que nous constatons au niveau de la police. Et si l'autorité ne sort pas pour dire, écoutez, je ne suis pas d'accord, on a un message également sur le compteur du gouvernement pour dire, c'est le gouvernement qui autorise, c'est le gouvernement qui cautionne. Et heureusement qu'avec cette sortie, avec cette note, on peut dire désormais, même le gouvernement n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Et lorsque ça se passe ainsi, nous, population, nous reconnaissons toute la légitimité, toute la légalité de ce contrôle routier. Cependant, encore que quand nous parlons de la sécurité routière, il est pertinent de préciser que c'est l'ensemble des règles qui favorisent la bonne circulation et qui permet de prévenir tout ce qui est risque de la voie, notamment les accidents. Et nous sommes à la veille, nous sommes en train d'aller progressivement vers la période des fêtes de fin d'année. Donc, le contexte s'y prête bien. Mais ceux-là qui sont en train de faire l'opération, il faudrait que le commandement encadre comme cela se doit. Et lorsque nous parlons du commandement, ce n'est pas seulement le niveau central, parce que le pouvoir descend. Nous sommes dans un pouvoir déconcentré et décentralisé. Par conséquent, chacun à son niveau doit pouvoir exercer comme cela se doit ses attributions, jouer son rôle de responsable pour encadrer ou peut-être même supprimer les déviances. Je finirai lorsque j'aurais dit qu'il faut saluer ces policiers qui font quand même preuve de professionnalisme. Dans ce contrôle routier, il y a cela 3 à 4 jours, j'ai été à bord de mon véhicule avec mon épouse, un policier m'a arrêté et quand il vient, il dit, il s'est présenté en donnant son nom. Et je disais à mon épouse, je dis, ça, c'est un doyen. Parce que, généralement, quand ce sont des policiers relativement jeunes, ils viennent, bonjour monsieur, on peut avoir les pièces de la voiture, mais il donne son nom, il donne son identité. Vous voyez? Donc, il y a encore la démarche professionnelle qu'on remarque chez certains policiers. Donc, nous ne mettons pas dans le panier tous les policiers. Il y a juste des brebis galeuses qui sont en train d'étiqueter ou de faire étiqueter de la main gauche la bergerie. Et cela relève de la responsabilité de l'hiérarchie, de faire tenir respect, d'amener ces policiers justement à exercer leurs devoirs, les 3 que je viens de citer, la sécurité publique, le maintien de l'ordre, faire respecter les lois, mais dans une décence, dans le respect de leur déontologie, dans le respect des mesures policières. Patrick, je vous vois prendre des notes. Oui, le respect des... En fait, ce qu'on doit retenir, et c'est quand même très primordial, et tout le monde en a déjà parlé d'une certaine manière, c'est comment recréer en chacun des policiers la vocation, comment recréer cette envie de faire le travail avec déontologie. L'éthique et la déontologie, c'est pas pour parler de l'ODEM, mais l'éthique et la déontologie ne sont plus dans les secteurs, dans presque tous les secteurs. D'accord. Il faut faire le travail avec éthique. L'éthique, c'est la morale, c'est tout ce qu'il y a comme moralité, tout ce qu'il y a comme décence. Lui, il a parlé de décence, merci. Et tout ce qu'il y a comme choix positif par rapport à chaque action. Maintenant, la déontologie. Quelles sont les méthodes pour pouvoir bien faire mon travail? Je fais mon travail par rapport à quoi? Par rapport à quelle loi? Par rapport... Et même avec la loi, il y a la loi et puis il y a l'esprit de la loi. Monsieur Fandé expliquait tout à l'heure, oui, on a parlé de... il y a des rues qui sont en sens interdit, c'est la loi. Mais lorsqu'il n'y a pas de panneau, c'est l'esprit de la loi qui doit diriger pour dire, oui, il n'y a pas de panneau. Donc, on peut réexpliquer aux gens, oui, attention, c'est sens interdit. Il ne faut pas commencer par bloquer les gens juste parce que... Et il y a même quelque chose qui me faisait toujours frémir. Quelqu'un qui débarque à Cotonou, à moto, et qui ne maîtrise pas tout ce qu'il y a comme... couloirs, on parle de passage, les couloirs de circulation. Les couloirs de circulation, il y a des endroits où les motocyclistes doivent passer dans le trafic local. Il n'y a rien qui indique que c'est dans le trafic local que les motos doivent passer. Donc quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui débarque à Cotonou, va se faire prendre gratuitement. Et ça commence déjà à partir de Calavi. Je me suis toujours dit, comment les gens qui n'ont jamais vécu de ce côté, comment ils arrivent à conduire les motos quand ils arrivent là? Quelqu'un qui vient de Lomé, du Togo, ne va pas savoir qu'à tel endroit, les motos ne passent pas au milieu des voitures, mais dans le couloir, dans le trafic local. Comment il va le savoir?
parce qu'il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien, il n'y a pas d'enseigne pour pouvoir le indiquer. D'accord. Mais comment le policier, en travaillant toujours avec l'éthique et la déontologie, peut réexpliquer chaque fois et ne pas être toujours à sévir. Voilà, c'est ça qu'il faut... Merci Patrick Ndiossou. Nous allons revenir une fois encore sur cet élément qui renseigne à suffisance sur les différentes sanctions, n'est-ce pas, que le gouvernement a décidé de prendre pour taper du poing sur la table. On regarde. Il y a véritablement problème. Une ferme désapprobation face aux incidents qui, selon lui, ternissent l'image de la police républicaine et sapent la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se montre très préoccupé et insiste sur la nécessité d'une réforme en profondeur des pratiques sécuritaires en mettant l'accent sur le respect des droits humains et l'application rigoureuse des procédures en vigueur. La police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Ceux qui vont se rendre responsables de ces bavures-là vont en répondre. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. En dehors de ça, nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un honnête citoyen doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale. Désormais, contre tout agent au comportement déviant et ceux impliqués dans le dernier dossier qui suscite encore une vive indignation au sein de la population, les sanctions s'annoncent sévères. 60 jours d'arrêt de rigueur, il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. C'est le début d'un processus de révision des méthodes d'intervention policière avec l'objectif de restaurer la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité publique. Un suivi rigoureux des engagements est attendu pour garantir une justice équitable et des pratiques sécuritaires responsables. Voilà, le ton est donné, il y a de quoi rassurer les uns et les autres. Finalement, commissaire Dadio, qu'est-ce qu'il faut dire? Policiers et citoyens doivent travailler main dans la main, n'est-ce pas? Oui. La main dans la main, à condition que les uns le veuillent. D'accord, à condition que les policiers le veuillent. D'accord. Parce que ils s'éloignent à petits coups, petitement, je me répète, je m'excuse, de la population en les tuant facilement, comme c'est souvent le cas. Or, le policier fait de tout le monde son ami au départ. On dit qu'il y a un adage qui disait que le policier n'a pas d'amis. Je peux vous dire que je connais un policier qui a été aussi grand-père d'un policier et qu'il a été question, depuis le temps colonial, ici au Bénin, d'arrêter quelqu'un qui était son père, qui faisait trafic d'enfants. D'accord. Il a envoyé dire au père, je viendrai, on l'a désigné pour arrêter le père. Il a dit, je viendrai, mais fais en sorte que je n'ai pas la honte de ma vie. Le père s'est suicidé avant qu'il n'arrive. D'accord. Les policiers doivent internaliser tous les jours leur mission. D'accord. Et ne pas s'en éloigner. Et les chefs à tous les niveaux doivent tenir compte de la formation continue. J'ai appris que, je ne sais pas si c'est vrai, que le commissaire de Parakou
Enfin, sinon qu'un commissaire a été arrêté dans le cas de ce qui s'est passé là-bas tout récemment. Si c'était le cas, je mettrais ça sur le coup de l'enquête de moralité. Est-ce quelqu'un... Vraiment, j'en profite pour présenter mes condoléances à celui-là qui a perdu la vie et à tous ceux qui ont perdu la vie parce que pour des brutalités gratuites de la police. Très bien. On va rappeler en quelques mots la mission d'un policier. Essentiellement, c'est quoi, commissaire Dadjo? Non, je crois que... Oui, on va le rappeler encore. Justino Vieira, vous l'avez... Voilà. Allez, on y va. Non, je nous renvoie à l'article 2 du décret portant service de la police républicaine qui définit les 3 règles, ou bien les 3 rôles majeurs. La sécurité publique, le maintien de l'ordre et le respect de l'exécution des lois. Voilà les 3 règles. Mission. Mais pour ne pas... En quelque sorte, pour tout résumer, vous êtes... Le policier est gardien de la paix. Qui qu'il soit, il est gardien de la paix. D'accord. Il ne doit jamais produire l'insécurité. Sa quête de tous les jours, c'est la sécurité qu'il produit, la quiétude qu'il produit. Il ne doit jamais s'en éloigner. C'est pour ça. Le citoyen ne doit pas avoir peur du policier. Non, pas du tout. Il doit être fier de lui. L'apparition de la police, du policier, doit inspirer confiance. Le policier n'est pas un matamor. D'accord. Très bien. Prévenir, on peut le dire, aider, secourir, éduquer, renseigner, réprimer les infractions graves. Telles doivent être les missions, n'est-ce pas, du policier, qui se doivent aussi d'être magnanimes et pédagogues envers la population. Jean Fandé? Oui, tout à fait. Comme vous êtes en train d'aborder déjà les solutions, oui. Donc... Vous l'avez compris, on tend déjà vers la fin. Oui, bien sûr. Donc, il faut revoir le système de recrutement du tri. Il y a par exemple, c'est vrai, on ne peut pas recourir au phare, mais il y a quand même la chiromancie. Un spécialiste en chiromancie peut être assis au moment où on est en train de faire les enquêtes ou de les interroger pour voir si celui-là a des aptitudes, il est prédestiné à pouvoir garder la patience, la résilience pour gérer les citoyens dans le cadre de la mission qu'on va lui confier. Ensuite, il faut leur rappeler, il faut bien nous rappeler, même si les bavures existent dans toutes les cités du monde, dans tous les pays les plus démocratiques, il faut rappeler que toute bavure est inhumaine, que c'est de l'abus, et de l'abus, une preuve d'inintelligence, et c'est de l'injustice. C'est tout ce qu'il faut retenir. Très bien. Respect des règles routières, citoyens et policiers, main dans la main, c'est le thème du débat du jour. Je pense qu'on a fait le tour, pardon. On va vous donner la possibilité de dire votre mot de la fin. Justino, oui. Merci beaucoup pour la qualité de ce plateau. J'aimerais nous renvoyer à l'article, un article que j'ai publié aujourd'hui dans le journal du service public de la Nation, article dans lequel je présente les conseils pour que la population respecte le code de la route, des conseils pour une sécurité routière, gage d'une bonne relation entre policiers et citoyens. J'aimerais également, pour qu'on ne donne pas l'impression qu'on est venu faire le procès des policiers, vous l'avez si bien précisé, également inviter les citoyens au respect des tests. Après tout, cela participe à notre bien-être. Il y va de notre santé. Donc, un policier n'a aucun intérêt à nous faire créer des douleurs, si ce n'est que nous amener à prendre soin de notre propre vie. Je vous remercie. Merci. Patrick Gossou? Oui, je dirais que le policier, c'est celui qui aide à la sécurité. Et donc, quand on aide à la sécurité, on est exposé soi-même à l'insécurité. Donc, je les félicite d'abord pour le travail qu'ils font et je les incite à
toute la patience possible et que Dieu les protège par rapport à l'insécurité qui pourrait les prendre à partie. Ouais. Et maintenant, il faut qu'ils sachent qu'ils sont là pour la sécurité des populations. Point. D'accord. Jean Fandé? Oui, sans citoyens, il n'y a pas de policiers. Sans policiers, il n'y a pas de citoyens en sécurité. Et il n'y a pas de contrée de village où il n'y a pas de policiers. Donc nous sommes tous de la même famille. Et ceux qui sont issus de la même famille ne doivent pas se faire la guerre. Il faut qu'on se comprenne pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous voulons un Bénin de paix. Voilà. Merci. Ce que j'ai à dire. Commissaire Dadjo? La coproduction que les autorités appellent de tout leur vœu passe par l'attitude des policiers d'abord. Que les policiers ne rompent pas cette chaîne. Je vous en remercie. Voilà, merci à vous, chers débatteurs. C'était un débat très intéressant. Et oui, on ne cessera jamais de le répéter. Face à l'énormité, n'est-ce pas, de la tâche à accomplir, il peut arriver qu'il y ait des dérapages. Mais comme nous l'avons dit sur ce plateau, un policier doit savoir raison garder et surtout être magnanime. C'est important, hein? Un policier magnanime, ça rassure la population et on est plus enclin, n'est-ce pas, à aller vers ce policier-là, tout simplement. Merci de nous avoir suivis. C'est déjà fini pour le débat de ce jour. Allez, on se retrouve demain, n'est-ce pas? On se retrouve demain. Patrick Gosson, on se retrouve demain, vous? Oui, tout à fait. Justine Obiara, à jeudi prochain. Jean Fandé, à jeudi prochain. Commissaire Dadjo, au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Restez avec nous, vous êtes pressés ou quoi? Allez, c'est déjà fini. À demain, prenez bien soin de vous.